Conférence de presse bilan du chef de l'État à San Pedro, le président Ouattara a rappelé quelques grands projets à réaliser dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Le changement intervenu à la tête du Conseil constitutionnel, la problématique de la sécurité aux frontières ivoiro-libériennes, des questions auxquelles le chef de l'État a répondu. Présentation de la phase 2 de l'étude pour l'élaboration du plan stratégique Côte d'Ivoire, pays émergent en 2020, le thème d'un séminaire qui s'est tenu à Abidjan aujourd'hui. Comment accéder à l'émergence en 2020? Nous le saurons dans ce journal-là. Sont-ils des hommes, ceux-là qui mettent des cagoules pour commettre l'innommable, l'indicible? Non. Ce nom d'homme, je préfère le réserver à ceux qui le méritent. Ces propos du président malien pour qualifier l'attaque meurtrière qui a frappé les clients de l'établissement de la Terrasse au cœur de Bamako. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au terme de la visite d'État qu'il a effectuée dans le district du Bassa-Sandra, le président Ouattara a tenu une conférence de presse bilan à San Pedro. Sur la table, le changement intervenu à la tête du Conseil constitutionnel, la problématique de la sécurité aux frontières ivoiro-libériennes, le reportage de Viviane Aïmé. Le traditionnel échange qu'il a avec la presse à la fin de chaque visite d'État à l'intérieur du pays, circonstance oblige en ce 8 mars où est célébrée la Journée internationale de la femme, le président de la République a tout d'abord rendu hommage aux femmes de Côte d'Ivoire et du monde entier. Je voudrais saluer le dynamisme des femmes, leur courage, leur contribution à l'indépendance du pays, au développement du pays. Et comme je l'ai indiqué lors de l'installation du Conseil national de la femme, le lundi 2 mars dernier à Abidjan, le rôle et l'action des femmes ont été décisifs à chacune des étapes de la vie de notre nation. C'est pourquoi nous devons consolider davantage les droits des femmes. Nous devons veiller à la protection, à la promotion et aussi à l'autonomisation des femmes. L'occasion a été trouvée pour lui soumettre cette interrogation, à savoir la parité homme-femme pourra-t-elle devenir réalité en Côte d'Ivoire d'ici 2020? C'est une question qui est difficile. Je n'aime pas faire des promesses que je ne peux pas tenir. C'est important de faire évoluer de manière positive la place et le rôle de la femme dans notre société. Je pense que les uns et les autres peut-être ne s'en souviennent pas. Vous voyez, la loi sur le mariage a créé un problème au sein de l'Assemblée, à tel point que ça m'a conduit même à faire un remaniement ministériel. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord avec cette loi. Et par conséquent, on a une société, il faut tenir compte des pesanteurs. Le président de la République ne peut pas tout faire. Au cours de cette visite d'État, de nombreux et importants chantiers ont été annoncés par le président de la République pour faire de San Pedro un grand pôle économique en Côte d'Ivoire. L'investissement global se chiffre à 6 000 milliards de francs, un investissement qui ne nécessitera pas un endettement de la Côte d'Ivoire, a fait savoir le président de la République. Vous voyez, les partenaires publics-privés, c'est-à-dire c'est des privés des pays comme la Chine, qui font le travail avec les financements chinois. Et bien sûr, il y a une contribution de la Côte d'Ivoire qui est faible. Et c'est pour ça que je dis que ça n'entraîne pas d'endettement excessif de la Côte d'Ivoire. Parce que nous allons continuer, nous, malgré les bonnes performances, à continuer avec les programmes du Fonds monétaire international pour bien valider que notre pays est bien géré et que nous n'avons pas de soucis à nous faire. Aujourd'hui, le ratio de la dette PIB est aux alentours de 40-45%. Et tous ces projets sont des projets qui se financent tout seuls. Dans le département de Tabou, le président de la République a adressé un sévère avertissement aux auteurs d'attaques répétées contre cette partie du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Comment compte-t-il y mettre fin? Nous allons nettoyer la zone, que ce soit Tabou, Grabo, Lodjo, tous ces points. Nous allons nettoyer parce que nous considérons que tout ça doit se régler. Nous allons même demander un droit de poursuite au Libéria, aux autorités libériennes, comme c'est le cas dans la lutte contre Boko Haram. Le Niger, le Tchad ont eu des droits de poursuite sur le territoire nigérien. Nous avons demandé des droits de poursuite sur le territoire libérien pour aller anéantir tous ces gens qui viennent périodiquement perturber la sérénité des populations, donc à la frontière.
Donc là, nous avons les moyens. Il y avait un problème d'infrastructure. On a donné des fonds au génie militaire pour nettoyer, pour dégager les pistes. Nous allons faire des battues dans les forêts. Nous allons faire toutes les dispositions nécessaires pour assainir la zone. Interrogé aussi sur le fonctionnement des institutions en Côte d'Ivoire, notamment sur la nécessaire impartialité du Conseil constitutionnel, aujourd'hui mise en doute en raison de la nomination à sa tête, selon certains, d'un partisan du président de la République en remplacement du professeur Francis Vaudier, démissionnaire. Les gens doivent comprendre une chose, moi je n'interfère pas dans la gestion des institutions. Je veux des institutions qui soient autonomes, je veux des institutions qui soient donc fortes et qui donnent la crédibilité à notre nation. Parce que ce n'est pas les institutions qu'on sait si une nation est solide ou pas. Obama l'a dit il y a déjà plusieurs années. J'ai déjà indiqué qu'au Conseil constitutionnel, ça n'a rien à voir avec le président de la République. Le président du Conseil a décidé de me remettre sa démission compte tenu des problèmes de fonctionnement à l'intérieur du Conseil constitutionnel. Je ne pouvais qu'accepter cette démission et j'ai essayé de trouver les meilleurs magistrats possibles. Celui qui a été nommé, je ne sais pas comment vous l'étiquetez, mais moi ce qui m'intéresse c'est la compétence des uns et des autres. Après tout, quand j'ai nommé Francis Vaudier, personne n'en a fait un problème, pourtant il n'est pas de mon parti, il est même d'un parti de gauche, mais je l'ai pris pour sa compétence. Alors, celui qui lui a succédé a été même majeur à l'école de magistrature de Paris. Donc, c'est quand même un magistrat respecté qui a été directeur de cabinet sous plusieurs régimes. Il a travaillé aussi bien quasiment avec tous les partis politiques. Il a été ministre de la Justice sous Laurent Gbagbo, etc. Bon, donc, moi, je n'ai pas d'a priori. Au cours de cet échange avec la presse, le président de la République a encore fait savoir qu'il n'ira pas au-delà d'un second mandat. Il a toutefois annoncé une modification globale de la Constitution après les élections. Faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent, mais comment? C'est pour résoudre cette équation qui s'est tenu un séminaire aujourd'hui même. Le rapport de la phase 2 de l'étude pour l'élaboration du plan stratégique Côte d'Ivoire, pays émergent en 2020, a été présenté au cours de cette rencontre. Alexis Ouedraogo nous en dit plus. Côte d'Ivoire, pays émergent à l'horizon 2020. Loin d'être un slogan, une ferme volonté affichée par l'État ivoirien. Mais quelles sont les étapes à franchir pour accéder à l'émergence? Que faire pour y parvenir et à quelles conditions? Ce sont les questions qui sont sur la table du séminaire qui a ouvert ses portes ce matin. Il s'agit pour le Centre de développement de l'OCDE de poser les diagnostics après près de 6 mois de travaux. L'examen multidimensionnel de la Côte d'Ivoire va ainsi fournir des pistes d'action aux autorités ivoiriennes qui soient à la fois concrètes et adaptées aux besoins du pays. 4 ans après la crise qu'a traversé le pays, les progrès sont notables, mais beaucoup reste à faire et le gouvernement en a conscience. La présente étude vise à offrir au gouvernement un cadre de référence pour la réalisation de sa stratégie liée à la vision de l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Conformément aux termes de votre mission, il vous appartient, après avoir identifié les obstacles au développement de la Côte d'Ivoire et à l'atteinte d'une croissance soutenue et inclusive sur le long terme, identifier clairement les leviers et les moteurs de la croissance de la Côte d'Ivoire, qui lui permettront d'atteindre et de maintenir sur le long terme les taux de croissance soutenus nécessaires pour accélérer la progression vers l'émergence. La deuxième phase des travaux doit courir dès les mois de juillet-août prochains. Pour atteindre l'émergence prônée par le président Ouattara, le ministère de la Santé introduit les TIC dans le système sanitaire. Ce projet innovant est expérimenté dans 4 centres de santé. Le reportage de Proléon. Hôpital général Houphouët-Boigny d'Abobo, laboratoire d'analyse médicale. À cette dernière étape de son circuit médical, Mireille peut dire sa satisfaction. D'habitude, quand je viens au fouille dans les papiers, on essaie de chercher. Mais aujourd'hui, je suis très contente parce qu'il n'y a pas duré. Le gain de temps, raison du soulagement de Mireille, c'est que dans tous les services où elle s'est présentée, il n'a pas fallu fouiller les archives pour retrouver son dossier médical. Un clic d'ordinateur a suffi. C'est à la caisse, les gens payent, on nous donne la lettre, on fait le prélèvement dans la salle de prélèvement.
on vient exécuter l'examen. Et quand on finit d'exécuter l'examen, on vient à la lettre. On enregistre les résultats qui restent dans la machine. La lettre électronique signale en fait l'arrivée dans le service cible du dossier médical. Ce concentré d'informations administratives et médicales numériques, dit dossier unique patient informatisé, est créé depuis le bureau des entrées. Il remplace le dossier médical sur support papier et permet de systématiser tout le parcours du patient depuis son entrée jusqu'à sa sortie d'hôpital. C'est l'application de la solution e-Ivoire initiée par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida après des missions d'imprégnation en Europe et en Chine. L'idée, reformer le système sanitaire ivoirien par l'introduction des TIC, technologie de l'information et de la communication. 11 mois après sa mise en œuvre au CHU de Cocody et de Yopougon, comme ici à l'hôpital général Houphouët-Boigny d'Abobo, e-Ivoire se révèle un outil efficace de gestion administrative. Aujourd'hui, nous avons la latitude d'apprécier avec des éléments clairs et nets le travail que fait chaque agent. En ce qui concerne l'élaboration même des statistiques, grâce à l'informatisation des données, le problème ne se pose plus, puisqu'il suffit seulement de quelques clics et voilà, vous avez toutes les données. En 2013, avant que le système n'arrive, nous étions à un certain niveau de recouvrement et en 2014, nous avons multiplié par 2 nos recettes. e-Ivoire en ajoute aussi à l'efficacité du corps médical en permettant d'accéder en tout temps et en tout lieu au passé médical du malade. Conséquence, une prise en charge sans risque d'accident, encore que ce système favorise le secret partagé et la télémédecine. La télémédecine consiste pour le professionnel de santé à s'adresser à un autre professionnel dans un autre cadre, que ce soit une autre ville, que ce soit même dans une région très éloignée. Et ça leur permet d'échanger les informations sur le patient, mais surtout ça leur permet d'avoir des données pour savoir s'il y a tel examen ou tel autre examen à faire. Je reçois un patient que je dois adresser à ma collègue ORL. À ma collègue, je dirais, le patient que je t'envoie, c'est un patient qui est diabétique, qui est traité avec tel ou tel produit. Et ma collègue qui recevra ce patient saura que ce patient a une tare ou bien a un traitement. Pour son déploiement, e-Ivoire exige la mise en réseau des services de l'hôpital, mais les menaces criminelles représentent le risque zéro. En clair, la conservation du secret médical est de mise. L'utilisateur va se loguer par son empreinte digitale. Avec l'empreinte digitale, il sera impossible, même si on a le code secret de son collègue, d'ouvrir et de travailler sous son nom. Ce dossier patient est crypté, donc seuls les médecins, les professionnels qui sont concernés par le dossier du patient n'auront accès, n'est-ce pas, à ce dossier patient, après bien sûr un numéro d'identifiant qui leur sera transmis. Donc le secret médical sera garanti et on n'aura plus de déperdition d'informations sur un malade. Au total, un constat sans équivoque, e-Ivoire et son application dossier unique patient informatisé renforcent tout le système sanitaire. S'en trouvera donc aisé la mise en œuvre de la couverture maladie universelle, en abrégé CMU, un projet cher au président de la République. Nous avons identifié des structures sanitaires éligibles pour la première étape de la couverture maladie universelle. Si nous arrivons à étendre cette méthode, n'est-ce pas, numérique, surtout dans les structures sanitaires éligibles pour la première étape de la couverture maladie universelle, nous aurons réussi à d'abord sécuriser les données sanitaires des différents patients dans les différentes structures sanitaires. Ça va baliser, ça va réduire les postes de déperdition. Donc en temps réel, les prestataires seront remboursés et mettront donc à la disposition ce panier d'offres de soins de qualité avec tout le plateau technique. Le ministère de la Santé qui s'emploie à installer sa solution TIC dans les 180 districts sanitaires nationaux a déjà identifié les besoins pour l'extension de e-Ivoire aux structures cibles de la phase pilote de la couverture maladie universelle. Environ 3 milliards de francs CFA d'investissement. Reste donc que la volonté politique suive.
Le bureau politique du RDR s'est réuni aujourd'hui. Le Rassemblement des Républicains convoque un congrès extraordinaire en vue de désigner son candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Maïssa Koye, Geneviève Soro. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que les militants du Rassemblement des Républicains ont répondu présents à la réunion extraordinaire du bureau politique de ce parti. Cette rencontre, présidée par le secrétaire général par intérim Amadou Soumoro, est soldée par la lecture d'un communiqué final. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour. Convocation du congrès extraordinaire du RDR en vue de désigner son Excellence M. Alassane Ouattara comme candidat du parti à l'élection présidentielle d'octobre 2015. Le bureau politique constate avec satisfaction que depuis son accession à la magistrature suprême, dans les conditions particulièrement difficiles, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a mis en œuvre avec succès le programme Vivre ensemble dans une Côte d'Ivoire nouvelle. En effet, la paix et la sécurité sont rétablies sur toute l'étendue du territoire national avec un indice de sécurité qui est passé de 4 à 1,2. Le processus de réconciliation nationale est mené de façon volontariste, pratique et hardie. Fort de ces succès, les partis alliés du RHDP ont décidé de renouveler leur confiance au président Alassane Ouattara pour l'élection présidentielle d'octobre 2015. Le PDCI-RDA, répondant à l'appel historique de Daoukro du président Henri Konan Bédié, a désigné le président Alassane Ouattara comme son candidat lors de son congrès extraordinaire du 28 février 2015. L'UDPCI, au cours de son congrès tenu les 18, 19 et 20 décembre 2013, à Yamoussoukro, a désigné son Excellence M. Alassane Ouattara comme son candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2015. Le bureau politique exprime sa satisfaction à l'endroit du MFA et félicite ce parti ami qui aujourd'hui, comme en 2010, ne s'est jamais éloigné de sa position d'une candidature unique au sein du RHDP. Considérant le bilan exceptionnel du président Alassane Ouattara, président de la République, le bureau politique, conformément à l'article 18 des statuts, décide de convoquer un congrès extraordinaire le dimanche 22 mars 2015 au Palais des Sports de Treichville pour désigner le docteur Alassane Ouattara comme candidat du RDR à l'élection présidentielle de 2015. Le congrès a pour thème « Tous rassemblés autour du président Alassane Ouattara pour une Côte d'Ivoire qui gagne ». Pour la tenue de ce congrès, le bureau politique, sur proposition du comité de direction, a désigné M. Adama Bitogo comme président du comité d'organisation et M. Fofana Lemassou comme président du secrétariat du comité scientifique. Le secrétaire général par intérim du RDR, Amadou Soumoro, a fait le tour de l'actualité sociopolitique en Côte d'Ivoire avant d'appeler les militants à la mobilisation pour la réussite du congrès. Au chapitre de l'emploi, retour du Bureau international du travail BIT en Côte d'Ivoire. Ce retour du BIT fait suite à la requête des autorités ivoiriennes adressée à son directeur général qui a bien voulu accepter la relocalisation dans notre pays du bureau régional et sous-régional de l'OIT qui avait été délocalisé à Addis Abeba et à Dakar du fait de la crise post-électorale. Sylvie Touré. Le retour des institutions internationales délocalisées à cause de la crise de 2010 se poursuit. Le Bureau international du travail ouvrira à nouveau ses portes à Abidjan. C'est cette nouvelle que le directeur général adjoint de l'institution, Gilbert Ngbo, est venu annoncer aux autorités ivoiriennes. Pour moi et pour nous, c'est tout à fait naturel. Lorsqu'on était parti en 2004, c'est dans des circonstances que nous voulons tous sur lesquels on veut tourner la page. Et on était parti de façon provisoire, de façon temporaire, donc c'est tout à fait naturel. Ceci étant, je dois dire que les autorités ivoiriennes à tous les niveaux ont toujours été alertes et déterminées à s'assurer que ce retour se fasse
le plus vite possible. Une bonne nouvelle, assure le ministre d'État Dosso Moussa, vu l'importance du BIT dans le monde. Le Bureau international du travail appuie la Côte d'Ivoire dans un programme qu'on appelle l'enquête emploi. Et l'objectif qui est visé par ce programme, c'est de donner la possibilité au ministère, renforcer les capacités du ministère en vue de la prise en charge définitive de cette question. Outre les échanges autour de l'agenda du retour du BIT à Abidjan, ont été également abordées les questions de l'emploi jeune et de la sécurité sociale, des domaines dans lesquels le Bureau international du travail pourrait apporter sa contribution. Hier, c'était la journée internationale de la femme. À Guibérois et Divo, l'accent a été mis sur les violences faites aux femmes et le taux de scolarisation de la jeune fille. À Guibérois, les femmes ont marqué cette célébration par un grand défilé sur l'artère principale de la ville. Selon les intervenants, la situation de la femme dans la région du Go n'est pas reluisante. Il s'agit du faible taux de la scolarisation de la jeune fille, le taux élevé de la mortalité maternelle et infantile, la recrudescence des viols, des violences sexuelles caractérisées par le viol. D'autres situations, notamment l'inaccessibilité des femmes à la terre, à l'héritage et surtout la maltraitance liée au rite du veuvage, ont été relevées. Des populations ont été invitées à mettre fin à toutes ces pratiques. Dans la région du Lodjibois, les femmes sont venues de Divo, Guitry, Yiré, Zikiso pour se célébrer à Lakota. 15 femmes entreprenantes choisies dans les 3 départements ont été récompensées. Avec elles, 6 femmes du 3e âge ont reçu des diplômes. Le président du conseil régional, Zagba Kobena, a promis que le conseil restera aux côtés des femmes pour les accompagner dans leur quête d'autonomie. Il a invité les chefs de terre du Lodjibois à céder des parcelles cultivables aux femmes du milieu rural. À Boisflé, cette journée dédiée aux femmes a été l'occasion pour les associations féminines de marquer une pause et faire le bilan de leurs actions menées pour leurs droits, leur indépendance et leur autonomisation. Thérèse Ndriyouman, marraine de la cérémonie, a indiqué que le thème choisi, Beijing plus 20, bilan, défis et perspectives pour une Côte d'Ivoire émergente, est important. Elle a invité ses filleuls à emprunter ce train de l'émergence. La marraine a réitéré son soutien dans la mise en place d'une plateforme de la lutte contre la pauvreté des femmes. Les autorités locales ont exhorté les femmes à se battre davantage pour leurs droits et leur autonomie financière. Retour à Abidjan pour parler du repeuplement du zoo. Le zoo qui a perdu une bonne partie de ses animaux lors de la crise post-électorale. 3 lions venus d'Afrique du Sud viennent combler le vide laissé par leurs prédécesseurs. Le reportage de Franck Quadiou. Une journée de lundi au zoo d'Abidjan. La tâche de Dominique, s'occuper des sauriens. Ce sont les crocodiles, cette espèce précise, le faux gavial. L'exercice n'est pas toujours aisé. Quand ils tombent malades, des fois quand ils se blessent, il faut les capturer et les gens les attrapent avant de les soigner. Donc pour l'attraper, c'est pas facile. Pas facile, mais pas forcément dangereux. Du moins, nous nous laissons convaincre et descendons à notre tour dans la cage. Ici, 36 gavials sur la 60aine de crocodiles que compte le zoo d'Abidjan. Mais l'attraction du jour est ailleurs. Annoncés comme des superstars, ces 3 lions venus d'Afrique du Sud et présentés par le ministre des Eaux et Forêts en personne. Ce sont des lions qui sont très jeunes, ils ont 2 ans, un mâle et 2 femelles. C'est que ces 3 lions sont l'amorce de la politique de repeuplement du zoo d'Abidjan, dans le projet bientôt des zèbres. On a refait les infrastructures, on est en train de le repeupler et il y aura la deuxième partie où on aura un mini safari où vous allez avoir toutes sortes d'animaux, des girafes et d'autres félins. En résumé, un zoo plus attractif, mais un problème. Le site est à la réalité exiguë, seulement 12 hectares exploitables sur les 20 qui auraient dû appartenir au zoo d'Abidjan. Il y a donc 7 à 8 hectares qui ont été squattés, qui normalement font partie du zoo. Si vous suivez mon regard, voilà le grand baobab qui est là-bas, au-delà du zoo, au-delà du bitume, c'est la limite du zoo. Donc si vous regardez à gauche là-bas, il y a un quartier précaire qui fait partie du zoo.
Donc actuellement, les 12 hectares du zoo sont là, mais il n'y a que 4 à 5 hectares qui sont exploités. La question préoccupe cependant les autorités. 1 milliard de francs CFA prévu pour le plan général de réhabilitation, dont plus de 280 millions pour le repeuplement du zoo d'Abidjan. Il existe depuis 1972, aujourd'hui 241 animaux d'une quarantaine d'espèces y vivent, de quoi attirer quelques amoureux de la nature. Hors de chez nous au Mali, pour la première fois depuis les événements survenus dans la nuit de vendredi à samedi à Bamako, le président Ibrahim Boubacar Keïta a condamné hier l'attaque meurtrière qui a frappé les clients de l'établissement La Terrasse dans le quartier de l'Hippodrome. Cette attaque a coûté la vie à 5 personnes, 3 Maliens, un Français et un Belge. Ce message du président Ouattara à son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali. Monsieur le Président, j'ai appris avec une profonde tristesse le lâche attentat perpétré à Bamako qui a occasionné plusieurs pertes en vie humaine et de nombreux blessés ce vendredi 6 mars 2015. En ces douloureuses circonstances, le gouvernement et le peuple ivoirien, tout en condamnant ces actes ignobles et barbares, se joignent à moi pour exprimer à votre Excellence, au peuple frère du Mali et aux pays amis qui ont eu des ressortissants parmi les victimes, notre profonde compassion et notre solidarité. J'adresse mes sincères condoléances aux familles éplorées et mes vœux de prompt rétablissement aux blessés. Très haute et fraternelle considération, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Sachez aussi que les troupes tchadiennes et nigériennes ont chassé les islamistes de Boko Haram de 2 villes du nord du Nigeria, Malam Fatouri et Damasak, selon des sources militaires nigériennes. Environ 300 membres de Boko Haram ont été tués dans les combats. Ces victoires sont les premières annoncées depuis le déclenchement ce week-end d'une offensive conjointe tchado-nigérienne dans cette région. Découvrons ensemble des robots agents de la circulation. Ils sont déployés dans les rues de Kinshasa en RDC, République démocratique du Congo. L'idée est de limiter les accidents et fluidifier le trafic. Christelle Ménon. Plus de 2000 accidents mortels sur les 9000 accidents enregistrés depuis 2007 pour la seule ville de Kinshasa en République démocratique du Congo. Des femmes ingénieures de l'association Women's Technology ont proposé une solution. Les robots Tamouké, Moluké et Kisanga, des robots roulage intelligents qui règlent la circulation des carrefours encombrés et parfois dangereux de la capitale congolaise. Le robot a des caméras de surveillance. Il prend en temps réel tout ce qui se passe ici. C'est très bien ça. Ça va nous éviter les embouteillages. Parce qu'il y a certains chauffeurs qui ne respectent pas les policiers de la route. Mais avec le robot, ça sera différent. Nous devons respecter le code de la route du robot. Nous sommes très contents de ça. Ces robots fonctionnent comme un agent de circulation ordinaire, fait d'aluminium et alimenté par panneaux solaires. Ils règlent la circulation avec les bras et un plastron lumineux qui passe successivement du vert au rouge. Atout supplémentaire, ils filment les violations du code de la route grâce à des caméras de surveillance qui fonctionnent même si le robot est hors service. Nous devons féliciter nos ingénieurs congolais, mais l'agent de police doit faire son travail. Vous savez qu'il y a de grands pays au monde qui ne vivent que de contrevention, de la fiscalité. Et la police commence aussi à faire entrer l'argent dans la caisse de l'État. 3 nouveaux robots de 250 kg pour 2,50 m et 27 500 $ l'unité. Ils s'ajoutent à 2 prototypes déjà installés en 2013. Un déploiement de 30 autres machines est prévu dans la capitale congolaise. L'avion Solar Impulse 2 a réussi aujourd'hui la première étape d'un retour du monde sans précédent à l'énergie solaire, bien entendu, dans le but de promouvoir les énergies propres et tester l'endurance des pilotes. L'appareil révolutionnaire qui n'utilise aucun carburant avait décollé après le lever du jour d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Il s'est posé sans encombre 13h02 plus tard à Mascate, Sultanat d'Oman, où la nuit venait de tomber. 7h12, Abu Dhabi, capitale des Émirats Arabes Unis. Un avion à énergie solaire décolle de l'aéroport d'Al-Batin, direction Est, pour un tour du monde. Solar Impulse 2, de la lignée du Solar Impulse 1, appareil révolutionnaire, vol de nuit comme de jour, sans carburant, ni émissions polluantes. Un bijou technologique vert alimenté exclusivement à l'énergie solaire. C'est le résultat de 12 années de recherche menées par André Borschberg et Bertrand Piccard, deux chercheurs suisses, copilotes sur ce vol historique.
Un tour du monde en 12 étapes sur 5 mois, dont 25 jours de vol effectif. Le vol se fera à une altitude maximale de 8500 mètres pour une modeste vitesse de 50 à 100 km/h. L'engin pèse 2,5 tonnes et est propulsé grâce à l'énergie fournie par plus de 17 000 cellules solaires, tapissant 72 mètres d'ailes, presque aussi longues que celle de l'Airbus A380. Un exploit scientifique qui veut contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. C'est le message politique de ce tour du monde qui s'achèvera à Abu Dhabi début août prochain. Mais avant, première escale après 12 heures de vol, Mascate, capitale du sultanat d'Oman. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 23h.